Fin 2003, l'une des gardes forestières les plus fiables du parc national de Yosemite et son fidèle cheval ont disparu lors d'une patrouille de routine. La nature sauvage n'a livré aucun secret et l'affaire a finalement été mise en veilleuse, laissant un père chercher seul. Puis, 5 ans plus tard, une découverte surprenante faite par des étudiants en géologie dans un ravin isolé a enfin fourni une réponse sur l'endroit où se trouvait son cheval et ce faisant a déverrouillé une question bien plus sombre sur son propre destin. Les grésillements qui crépitèrent de la radio du centre de commandement au siège du parc national de Yosemite n'étaient pas inhabituels pour une soirée de fin septembre 2003. C'était le son de la distance, des parois de granit et des denses forêts de pins interférant avec le signal. Mais le silence qui suivit les grésillements était profondément anormal. Rick Sandoval, le répartiteur de service, se pencha plus près de sa console. Il était en train de faire les vérifications de fin de service. Une litanie routinière d'indicatifs d'appel et d'accusés de réception. Chaque garde forestier avait répondu présent, leur voix claire ou faible selon leur position dans l'immense nature sauvage. Chaque garde forestier, sauf une. Il appuya à nouveau sur le microphone. Centre de commandement à Ranger 3 David. Vérification radio, à vous. Encore du silence. Pas même le clic révélateur d'un micro activé en réponse. La garde forestière Anya Lockhart, indicatif d'appel 3 David, était l'une des personnes les plus fiables de l'équipe. À 29 ans, elle avait une compétence tranquille qui commandait le respect. Elle n'était jamais en retard, jamais négligente. Un appel manqué était si inhabituel pour elle que cela déclencha immédiatement un faible bourdonnement d'anxiété dans la petite salle de contrôle. Sandoval suivit le protocole, attendant 5 minutes avant de réessayer, l'horloge au mur marquant le temps avec une lenteur atroce. Le soleil plongeait sous les colossaux dômes de granit, peignant le ciel dans des oranges et violets ardents, mais la beauté était perdue pour lui. Alors que le crépuscule commençait à saigner dans la vallée, le parc se transformait d'une merveille naturelle en un labyrinthe d'ombres. Quand ses deuxième et troisième appels restèrent de sans réponse, le bourdonnement d'anxiété s'intensifia en une alarme aiguë. Anya patrouillait dans un secteur nord tranquille du parc, un réseau de sentiers moins fréquenté par les touristes. Elle était à cheval, montant Orion, son partenaire châtain stable et fidèle depuis 4 ans. Un garde forestier et son cheval forment une unité unique et hautement capable. Pour que les deux disparaissent sans laisser de traces n'était pas seulement improbable, c'était presque impossible. Le processus officiel se mit en branle. Les gardes forestiers seniors furent notifiés. Un plan de recherche préliminaire fut rapidement esquissé sur une grande carte topographique, l'itinéraire de patrouille d'Anya surligné en jaune. Mais avant même que la première équipe de recherche n'ait rassemblé son équipement, la porte d'entrée du siège s'ouvrit brusquement. C'était David Lockhart, le père d'Anya. Dans la fin de la cinquantaine, avec le visage buriné et le regard stable d'un homme qui avait passé sa vie à lire le paysage, David était une légende dans le parc. Il avait pris sa retraite de cette même station de garde forestier seulement 2 ans auparavant. Il n'avait pas besoin d'un appel du centre de commandement pour savoir que quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans l'air frais du soir, dans le rythme du parc, qu'il connaissait aussi bien que son propre battement de cœur. Il ne posa pas de questions frénétiques. Sa voix était basse et stable, mais portait une urgence indéniable qui transperça le calme procédural. Il regarda la carte, son doigt traçant un chemin qu'Anya connaissait bien. Il confirma son secteur de patrouille, son heure de départ, son itinéraire prévu. Il connaissait le terrain, les pièges, les dangers cachés que les cartes ne montraient pas. Il fut le premier à dire ce que les autres gardes forestiers commençaient seulement à craindre. Ce n'était pas une radio cassée ou un simple retard. Anya était en danger. Sa présence galvanisa la réponse. Le rapport officiel de personnes disparues fut accéléré. Alors que l'obscurité totale consumait la vallée de Yosemite, les premières équipes de recherche se déployèrent. Les lampes frontales découpèrent des faisceaux nets et solitaires à travers l'immense noirceur de la forêt. Les gardes forestiers à pied et à cheval partirent, leurs appels pour Anya se répercutant sur les parois silencieuses de granit. Ils se concentrèrent sur les sentiers principaux, les endroits logiques pour commencer. Ils vérifièrent les berges des rivières et les bords des prairies. Mais le parc n'offrait aucun indice. Il n'y avait aucune trace déviant du chemin, aucun cheval effrayé, aucune pièce d'équipement abandonnée. C'était comme si la garde forestière Anya Lockhart et son cheval Orion étaient entrés dans la nature sauvage et avaient simplement été effacés de la terre. La recherche avait commencé, mais c'était une recherche pour un fantôme dans un paysage qui garde jalousement ses secrets. Dans les premiers jours frénétiques de la recherche, l'espoir était une ressource qui diminuait, mais restait palpable. Il alimentait les gardes forestiers, alors qu'ils poussaient plus profondément dans l'arrière-pays, leurs efforts étant une course contre la montre. Mais la nature sauvage restait obstinément silencieuse.
Puis, le troisième jour, un fil d'informations émergea qui sembla concentrer toute l'enquête chaotique en un seul point terrifiant. Une paire de randonneurs, visiblement secoués, rapporta une rencontre déchirante. Ils avaient été sur un sentier dans un bassin accidenté et fortement boisé, plusieurs kilomètres à l'est de l'itinéraire de patrouille désigné d'Anya, lorsqu'ils furent échargés par un grand ours noir agressif. Ils décrivirent de son comportement comme prédateur et anormal, les forçant à grimper sur une paroi rocheuse pour s'échapper. Le rapport était électrisant. Il était spécifique, crédible, et fournissait une explication terriblement plausible de ce qui aurait pu arriver à une garde forestière solitaire et son cheval. Cette nouvelle théorie remodela toute l'opération. Une disparition tranquille était maintenant potentiellement une attaque violente de la faune. La grille de recherche fut immédiatement et drastiquement déplacée. Les biologistes de la faune du parc confirmèrent que bien que rares, de telles attaques non provoquées n'étaient pas inconnues, surtout de la part d'un ours qui pourrait être vieux, blessé ou habitué aux humains. L'attention se déplaça du chemin prévu d'Anya vers le vaste terrain impitoyable du territoire de l'ours. Pendant des semaines, cela devint l'obsession unique de l'effort de recherche. Des équipes de pisteurs, parmi les meilleurs de l'État, furent amenées. Ils fouillèrent les épais fourrés de manzanita et les canyons escarpés, cherchant tout signe, un morceau de tissu déchiré, un badge de garde forestier abandonné, les traces d'un cheval paniqué. Un hélicoptère bourdonnait au-dessus, ses caméras thermiques scannant toute signature de chaleur qui pourrait être un corps. Mais l'ours agressif ne fut jamais localisé et la zone de recherche, une vaste étendue de rochers déchiquetés et de forêts impénétrables, ne donna rien. La piste qui avait brûlé si brillamment les avait menés dans une impasse, consumant du temps et des ressources précieux et finalement éteignant les dernières braises d'espoir pour une résolution rapide. Alors que l'automne se transformait en hiver, la recherche officielle fut formellement réduite. Le cas d'Anya Lockhart fut reclassé de recherche active à enquête ouverte, un terme bureaucratique pour un mystère laissé à s'envenimer. Pour le service des parcs nationaux, c'était un chapitre tragique mais clos. Pour David Lockhart, c'était le début d'une longue veille solitaire. Il refusa de laisser la mémoire de sa fille être archivée dans un classeur poussiéreux. Tandis que l'enquête officielle devenait dormante, la sienne commençait sérieusement. La petite maison de David, juste à l'extérieur des limites du parc, se transforma en centre de commandement privé. Les murs de son bureau, autrefois couverts de photos de famille, étaient maintenant dominés par des cartes topographiques épinglées côte à côte, créant un graphique massif et tentaculaire de la moitié nord de Yosemite. Il commença un processus méthodique né d'une vie d'expérience. Il sortit de vieilles cartes d'arpentage des archives du parc, certaines datant du début du XXe siècle, et les recoupait minutieusement avec les guides de sentiers modernes. Il cherchait les espaces entre les chemins oubliés que les recherches officielles, liées par la procédure et la responsabilité, ne toucheraient jamais. Il savait qu'Anya partageait son amour pour l'histoire cachée du parc et explorait souvent ces vieux sentiers de gibier et chemins de mineurs. C'était un détail que les enquêteurs officiels avaient noté mais n'avaient pas pu exploiter sans point de départ plus spécifique. Pour les 5 années suivantes, la vie de David trouva un nouveau rythme sombre. 3 ou 4 jours par semaine, il emballait un petit sac à dos avec de l'eau, une boussole et un carnet, et conduisait dans le parc avant l'aube. Il marchait sur les sentiers que les équipes de recherche avaient abandonnés. Il se frayait un chemin à travers des sous-bois denses pour suivre le fantôme d'un chemin qu'il avait vu sur une carte vieille de 70 ans. Il documentait tout avec une minutie qui frôlait l'obsession. Éboulements qui auraient pu forcer un détour, ruisseaux qui avaient changé de cours, clairières qui offraient un abri. Il remplissait carnet après carnet de cartes détaillées dessinées à la main, son archive devenant un portrait bien plus intime et détaillé de la nature sauvage que n'importe quel document officiel. C'était une tâche punitive et solitaire menée par le refus d'un père d'accepter le silence. Il ne cherchait pas seulement sa fille. Il essayait de penser comme elle, de marcher dans ses pas, de comprendre le dernier chemin qu'elle avait pris. Durant cette longue période silencieuse, les enquêteurs accomplissaient leur diligence raisonnable, clôturant la phase initiale de l'affaire. Ils examinèrent la vie d'Anya, cherchant tout indice de trouble personnel qui pourrait expliquer sa disparition. Ils ne trouvèrent rien. Elle était universellement décrite comme heureuse, dévouée et professionnelle. L'un des éléments qu'ils cataloguèrent était une photographie numérique trouvée sur le disque dur de son ordinateur personnel. C'était l'image radieuse d'Anya et de son cheval, Orion, debout dans une prairie baignée de soleil, les falaises de granit iconiques de Yosemite s'élevant derrière eux. Quand un enquêteur montra la photo à Miles Corbin, un collègue garde forestier et l'un des amis les plus proches d'Anya, il parvint à esquisser un sourire triste. Il raconta le jour où elle fut prise, juste 3 semaines avant qu'elle ne disparaisse. Ils étaient en patrouille ensemble quand ils rencontrèrent une famille de touristes qui étaient fascinés par les chevaux. Pour leur donner une meilleure photo, Anya et Miles avaient retiré les selles et les brides.
C'était un moment rare, sans défense. Miles avait pris la photo d'Anya avec son propre appareil, capturant son sourire facile et l'affection évidente qu'elle avait pour Orion. Pour les enquêteurs, c'était juste un autre élément de contexte, un détail poignant mais non pertinent. Pour David, à qui ils donnèrent une copie, l'image était un rappel constant et douloureux de tout ce qu'il avait perdu. Un moment parfait figé dans le temps, juste avant que le monde ne devienne silencieux. Pendant 5 ans, l'affaire d'Anya Lockhart n'exista que dans des murmures, dans le chagrin silencieux de son père et dans les dossiers froids et inactifs de la station des gardes forestiers de Yosemite. La nature sauvage l'avait avalée tout entière et le temps avait durci le silence autour de sa mémoire. Puis, au printemps lumineux et plein d'espoir de 2008, une équipe de scientifiques universitaires, totalement inconscients de la tragédie qui hantait ces bois, tombèrent au cœur du mystère. Le docteur Lena Petrova, une géomorphologue passionnée par la dynamique des sols, dirigeait une petite équipe d'étudiants diplômés sur un projet de recherche financé par une subvention de l'État. Leur objectif était banal, académique et complètement détaché du drame humain. Étudier les taux de dépôt de sédiments et d'érosion dans les systèmes de ravins moins connus de Yosemite. Ils cartographiaient l'invisible, traçant le mouvement lent et imperceptible de la Terre elle-même. Leur outil principal était un géoradar, un appareil encombrant qui ressemblait à une tondeuse à gazon futuriste qu'ils traînaient laborieusement dans des coins reculés du parc. Pendant des semaines, leur journée avait été une routine d'installation de grilles d'enquête, de traînage de l'unité GPR en ligne précise et d'analyse des images fantomatiques et stratifiées qui apparaissaient sur leur écran d'ordinateur portable. Le ravin dans lequel ils travaillaient ce jour-là était particulièrement difficile d'accès. Il n'y avait aucun sentier balisé y menant. Ils devaient y naviguer en utilisant le GPS et des cartes topographiques. Descendant une pente raide couverte d'éboulis, leur progression entravée par des broussailles épineuses et des roches meubles. C'était le genre d'endroit où il fallait avoir une raison spécifique de visiter. Aucun randonneur occasionnel ne le trouverait jamais. Cet isolement était précisément pourquoi le docteur Petrova l'avait choisi. C'était un environnement vierge, non perturbé, parfait pour recueillir des données propres. Alors qu'un de ses étudiants, un jeune homme nommé Ben, faisait un passage sur une section relativement plate au fond du ravin, il s'arrêta. « Docteur Petrova, vous devriez voir ça. » Lena s'approcha, regardant l'écran de l'ordinateur portable. Au milieu des lignes horizontales attendues représentant des couches de limon et d'argile, il y avait une forme grande, dense et distinctement non naturelle. C'était une masse sombre et oblongue située à environ 1,20 m sous la surface. Elle n'était pas stratifiée comme les sédiments, et elle n'avait pas la signature nette et irrégulière d'un rocher enterré. C'était une anomalie cohérente et solide. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Ben. Lena zooma sur les données. La densité est élevée, mais la forme est trop uniforme pour un amas aléatoire de roches. Cela pourrait être une lentille d'argile hautement compactée, peut-être d'un ancien glissement de terrain. Sa curiosité scientifique était piquée. Une formation géologique inhabituelle pourrait être le point de données le plus intéressant de tout leur voyage. Pour confirmer leur découverte, ils auraient besoin d'un échantillon de carottage ou mieux encore, d'une petite fosse d'excavation pour voir la stratigraphie de leurs propres yeux. Le lendemain, après avoir obtenu le permis nécessaire pour une perturbation mineure du sol auprès du service du parc, l'équipe retourna au ravin avec des pelles et des pioches géologiques. Ils marquèrent soigneusement un petit carré directement au-dessus de l'anomalie. Le creusement était lent et méthodique. Les 2 premiers pieds étaient de la terre végétale meuble et de l'humus. Puis, ils frappèrent une couche plus dense de terreau sableux compacté. Le travail était ardu, le silence du ravin brisé seulement par le grattement de leurs pelles et leur propre respiration lourde. C'est Ben qui le sentit en premier. Sa pelle frappa quelque chose qui n'était ni du sol ni de la roche. Cela fit un bruit sourd et creux. Il tomba à genoux et commença à dégager la terre avec ses mains. Ce qui émergea du sol n'était pas le gris de la pierre ou le brun foncé de l'argile. C'était une forme courbe, blanc cassé. Il balaya plus de terre, révélant une série d'os parallèles et minces. « Lena, dit-il, sa voix à peine un murmure, c'est une cage thoracique. » Un silence stupéfait tomba sur le petit groupe. L'excitation académique d'une découverte géologique s'évapora, remplacée par une peur froide. Ce n'était plus un site de recherche, c'était une tombe. Ils abandonnèrent leurs grandes pelles pour des truelles plus petites, travaillant avec le soin délicat des archéologues. Au cours de l'heure suivante, ils découvrirent lentement et minutieusement leur découverte. C'était le squelette complet et entièrement articulé d'un grand animal couché sur le côté comme s'il avait été doucement mis au repos. Les os étaient de blanchis mais parfaitement conservés dans le sol frais et stable. En dégageant la terre autour des jambes, ils trouvèrent autre chose. 2 morceaux de fer rouillé en forme de U, positionnés juste là où les sabots avant auraient été. Des fers à cheval, le docteur Petrova recula, son esprit s'emballant.
Un cheval entier, enterré à 1,20 m de profondeur dans un ravin à des kilomètres de tout sentier officiel. Ce n'était pas un accident de la nature. Un animal mort en surface serait dispersé par les charognards en quelques semaines. Un animal pris dans un éboulement aurait des os s'écraser et serait mélangé avec des tonnes de débris. Ce cheval avait été délibérément et soigneusement enterré. Elle savait immédiatement ce qu'elle devait faire. Elle sortit son téléphone satellite, un appareil qu'elle portait pour les urgences, et passa un appel au centre de commandement du parc national de Yosemite. La réponse fut rapide et sérieuse. En 2 heures, 2 gardes forestiers seniors étaient arrivés sur les lieux. Ils jetèrent un coup d'œil à la fosse soigneusement excavée et au squelette parfaitement disposé, et leurs visages se durcirent. Ils reconnaissaient l'anormalité profonde de la scène tout comme Lena l'avait fait. Ils scellèrent le ravin avec du ruban jaune, le déclarant scène de crime potentielle. La découverte envoya une onde de choc à travers le personnel de longue date du parc. Le souvenir d'Anya Lockhart et de son cheval disparu, Orion, était une cicatrice profonde, une histoire racontée aux nouvelles recrues comme un conte d'avertissement. Un maréchal ferrant du parc, un homme grisonnant qui ferrait les chevaux de Yosemite depuis 30 ans, fut amené sur le site. Il s'agenouilla près de la fosse, examinant les fers à cheval rouillés que les gardes forestiers avaient soigneusement mis en sac. Même à travers la corrosion, il reconnut son propre travail. Il pointa vers une petite encoche à peine visible qu'il martelait dans le bord extérieur de chaque fer qu'il ajustait. Une marque unique et personnelle. Il récupéra ses dossiers et la confirmation fut absolue et glaçante. La taille du fer, le modèle d'usure et sa marque privée correspondaient sur tous. Le squelette dans le ravin appartenait à Orion. L'affaire non résolue, vieille de 5 ans de la garde forestière Anya Lockhart, fut instantanément et violemment rouverte. La découverte répondait à une question, mais en posait une douzaine d'autres plus terrifiantes. Ils avaient retrouvé son cheval, mais où était-elle? L'enterrement soigneux excluait la théorie de l'attaque d'ours longtemps acceptée et pointait directement vers une intervention humaine. Mais pourquoi enterrer le cheval et pas la cavalière? Était-elle encore là-bas? La sombre découverte dans le ravin tranquille n'avait pas apporté de conclusion. Elle n'avait fait qu'approfondir le gouffre de l'inconnu. Le FBI fut notifié et un nouvel enquêteur principal fut assigné. Une détective spécialisée dans les affaires non résolues, vive et tenace, nommée Iris Zola. Son premier ordre du jour fut de traiter tout le ravin comme une scène de crime majeur, amenant une équipe médico-légale complète pour démonter la tombe, os par os, à la recherche d'un indice qui était resté enterré dans l'obscurité pendant une demi-décennie. La découverte des restes d'Orion transforma l'affaire d'un dossier froid en une enquête active et hautement prioritaire. Un poste de commandement temporaire fut établi dans une salle de conférence au siège de Yosemite, l'espace se remplissant rapidement de tableaux blancs, de nouvelles cartes et du bourdonnement sourd d'une activité déterminée. L'atmosphère était chargée. Un contraste frappant avec les 5 années de silence stagnant. Au centre de cette nouvelle tempête se trouvait la détective Iris Zola, une femme dont la réputation la précédait. Elle avait été amenée de l'unité des affaires, non résolue de l'État pour son esprit vif et analytique et son intolérance aux suppositions. Elle se déplaçait avec une efficacité sèche, son regard ne manquant rien. Sa première réunion officielle fut avec David Lockhart. Elle avait lu le dossier sur lui, un résumé de la recherche désespérée et solitaire d'un père en deuil. Elle s'attendait à rencontrer un homme usé par des années de questions sans réponse. Au lieu de cela, l'homme qui entra dans le poste de commandement était tout sauf brisé. David Lockhart était silencieux, son visage un masque de chagrin stoïque, mais ses yeux contenaient un feu inébranlable. Il portait un lourd sac cylindrique en toile sur son épaule. Sans un mot, il marcha vers la plus grande table vide de la pièce et déroula son contenu. Ce n'était pas une carte, mais des dizaines d'entre elles, scotchées ensemble avec du ruban d'archivage pour former une tapisserie massive et complexe de la nature sauvage du nord du parc. C'était une œuvre stupéfiante. Les sentiers officiels du parc étaient de marqués à l'encre noire, mais ils étaient surpassés en nombre par un réseau de lignes fines et colorées que David avait dessiné lui-même. Des lignes rouges pour les pistes de mineurs oubliés des années 1800, bleues pour les lits de ruisseaux saisonniers qui devenaient praticables pendant les mois secs, vertes pour les sentiers de gibier utilisés par les cerfs et les ours. La carte était couverte de minuscules annotations méticuleuses écrites d'une main précise et stable. Éboulement ici, automne 04, grotte en surplomb, abri potentiel, source apparaît ici, fin août. C'était un document vivant, un journal de 5 ans de chagrin, d'espoir et d'exploration implacable. La détective Zola et les autres enquêteurs dans la pièce restèrent au silencieux, fixant la carte. C'était un guide plus détaillé, plus intime et plus pratique de la zone de recherche que tout ce que le service du parc possédait. David pointa un endroit sur la carte avec un doigt ferme. « C'est le ravin où vous l'avez trouvé » dit-il, sa voix basse et rauque. Puis il traça une faible ligne verte longeant la crête directement au-dessus. «
C'est un vieux sentier de gibier. Il n'est sur aucune de vos cartes. C'est le moyen le plus rapide de traverser cette crête si vous êtes à pied et connaissez le terrain. Anya le connaissait. Nous l'avons parcouru ensemble quand elle était adolescente. Il leur fournissait ce qui avait si désespérément manqué à la recherche originale. Un point de départ, ciblé et logique. La théorie originale d'une attaque d'ours avait détourné les ressources à des kilomètres de là, vers un endroit où Anya n'était probablement jamais allée. La carte de David suggérait un récit complètement différent, centré sur les chemins cachés connus seulement des bûcherons les plus expérimentés. La détective Zola regarda du travail exhaustif du père à la carte officielle sur le mur. Le contraste était profond. La recherche officielle avait regardé une carte d'un parc. David Lockhart avait créé une carte d'une vie. Son obsession privée venait de devenir l'atout le plus critique de l'enquête. Pendant que de nouvelles équipes de recherche étaient organisées pour peigner méticuleusement la zone indiquée par David, une autre enquête plus silencieuse se déroulait. Sous la toile blanche stérile d'une tente médico-légale érigée près du ravin, une équipe dirigée par le docteur Alistair Finch, un anthropologue médico-légal vétéran, menait un examen minutieux du squelette d'Orion. Les os avaient été soigneusement nettoyés et étaient dès maintenant disposés sur une vaste bâche bleue dans un ordre anatomique parfait. Le docteur Finch travaillait lentement, os par os, ses yeux scannant chaque surface à travers une grande lampe grossissante. Les premières découvertes étaient profondément déroutantes. Il n'y avait aucun signe de prédation, aucune marque de dents d'un ours ou d'un puma. Il ne trouva aucune marque de coupure qui suggérerait qu'un humain avait dépecé l'animal. Plus significativement, il ne trouva aucune fracture massive et catastrophique compatible avec une longue chute dans le ravin. Le squelette était presque entièrement intact. Ce cheval n'avait pas été attaqué par la faune, ni n'était tombé à mort. Les preuves pointèrent de plus en plus fortement vers un acte délibéré, mais la cause du décès restait un mystère complet. La frustration commençait à s'installer lorsque le docteur Finch se concentra sur les os inférieurs de la patte avant droite. Il nota une fracture mineure en forme de cheveux sur l'os du canon. Une blessure qui aurait pu se produire post-mortem à cause du déplacement de la terre, mais il l'examina quand même. Il passa son doigt, ganté, le long de la minuscule fissure, puis s'arrêta. Il se pencha plus près, ajustant l'angle de sa lampe. Au fond de la fissure, quelque chose scintillait. C'était un éclat non naturel, une tache de lumière métallique pas plus grande qu'un grain de sable. Ce n'était pas un dépôt minéral du sol, c'était quelque chose d'étranger, quelque chose qui avait été enfoncé dans l'os avec force. Retenant son souffle, il prit une paire de pinces à pointe incroyablement fines. Toute la tente sembla retenir collectivement son souffle alors qu'il sondait soigneusement la fissure. Après une minute tendue, il parvint à extraire le fragment. Il le plaça dans une boîte de pétri stérile. Sous la loupe, il fut révélé être un minuscule éclat tranchant de métal gris foncé. Ce n'était clairement pas du plomb d'une balle. C'était trop dur, trop cassant. Plus tard ce jour-là, de retour au poste de commandement, la détective Zola fixa le fragment minuscule scellé dans un petit sac à preuves. « Donc ce n'est pas une balle », déclara-t-elle, plus pour elle-même que pour le docteur Finch. « Définitivement pas », confirma-t-il. « La composition est mauvaise, la forme est mauvaise, c'est un fragment, un éclat de quelque chose de plus grand. Il a été enfoncé dans l'os avec une force significative, probablement au moment où cette fracture a été créée. Quoi que ce soit qui a frappé ce cheval était fait d'un type de métal très dur et très spécifique. La découverte était une percée monumentale. Pendant 5 ans, l'affaire avait été dépourvue de toute preuve physique de crime. Maintenant, ils avaient ceci, un minuscule morceau de métal déroutant qui prouvait qu'Orion avait été frappé. C'était le premier indice concret qui suggérait qu'Anya Lockhart n'avait pas simplement disparu. Elle avait probablement marché dans une confrontation violente. Mais l'indice était aussi un puzzle. Le fragment était trop petit pour une identification facile. Zola savait qu'il devrait être envoyé à un laboratoire de sciences des matériaux hautement spécialisé, un avec l'équipement pour analyser sa composition élémentaire. Alors qu'elle scellait le fragment dans un conteneur de preuves plus grand pour le transport, le poids de la situation s'installa. Les cartes du père leur avaient donné un « ou ». Ce minuscule éclat de métal leur avait finalement donné un « quoi », un acte de violence. Maintenant, tout l'accent de l'enquête se déplacerait pour trouver le « qui » et le « pourquoi ». La réponse, soupçonnait-elle, était verrouillée quelque part dans la composition élémentaire de cette unique tache de métal énigmatique. Pendant que le mystérieux fragment métallique faisait son lent voyage à travers les canaux bureaucratiques de la science médico-légale, la détective Zola refusa de laisser l'enquête stagner. Une réponse du laboratoire de matériaux pourrait prendre des mois, et elle était déterminée à utiliser ce temps pour construire une nouvelle base pour l'affaire. La découverte de la mort violente d'Orion et de son enterrement délibéré avait rendu les dossiers d'enquête originaux de 2003 presque obsolètes. Chaque entretien,
Chaque déclaration, chaque détail mineur devait être réexaminé à travers cette nouvelle lentille plus sombre. L'équipe de Zola commença le processus minutieux de recommencer. Ils commencèrent par réinterroger tout le monde dans la vie d'Anya. Ses collègues, ses amis, ses parents éloignés, les conversations étaient sombres et répétitives. Tout le monde décrivait la même personne, une femme dévouée, gentille et profondément capable qui aimait son travail et n'avait aucun ennemi connu. Elle n'avait pas de vie amoureuse troublée, pas de problèmes financiers, pas d'addiction secrète. Le récit était si constamment positif qu'il en était presque inutile. Il n'y avait aucune fissure évidente dans la façade de sa vie qui pourrait expliquer une fin violente. La percée, quand elle vint, fut subtile. Ce n'était pas une révélation explosive, mais un détail mineur, un écho d'une frustration passée qui sonnait maintenant comme une prémonition. L'équipe menait un deuxième entretien avec Miles Corbin, l'ami proche d'Anya et collègue garde forestier. Ils étaient assis dans la même salle de pause de la station des gardes forestiers où lui et Anya avaient partagé d'innombrables tasses de café. Il parlait de sa passion pour le parc, pas seulement les grands paysages, mais les petits écosystèmes délicats qui passaient souvent inaperçus. C'était une vraie puriste, se rappela Miles, remuant son café. Elle détestait voir le parc manquer de respect. Les détritus, les gens qui sortaient des sentiers, tout ça l'énervait. Mais il y avait une chose qui la mettait vraiment en colère. Il fit une pause, regardant par la fenêtre vers les pics de granit. « Les braconniers !» Zola se pencha légèrement en avant. « Vous voulez dire les braconniers de faune ?»« Non, pas seulement ça, » clarifia Miles. « Les braconniers d'artefacts. Les gars qui viennent avec des détecteurs de métaux et des pelles, creusant pour de vieilles bouteilles, des boucles de ceinture, des trucs des camps de la ruée vers l'or. Elle les appelait « pilleurs de tombes de l'histoire ». Elle sentait qu'ils volaient l'âme du parc pièce par pièce. Il expliqua que tandis que les touristes voyaient Yosemite comme une merveille naturelle, c'était aussi un site historique, parsemé de vestiges de camps miniers et de colonies du XIXe siècle. Ces zones étaient protégées au niveau fédéral et les perturber était une infraction grave. Dans les mois avant sa disparition, continua Miles baissant la voix, elle était plus remontée que jamais à ce sujet. Elle disait qu'elle trouvait de plus en plus de sites de fouilles lors de ses patrouilles, surtout dans les secteurs nord plus reculés. Elle était convaincue que quelqu'un menait une opération systématique et ça la rendait folle. Ce détail, qui en 2003 avait semblé être une simple plainte professionnelle, atterrit maintenant avec la force d'un coup physique. Une confrontation violente, un cheval enterré, une opération de fouille illégale dans une zone reculée. Pour la première fois, un motif plausible commença à prendre forme, qui n'avait rien à voir avec Anya personnellement, mais tout à voir avec son uniforme. Elle n'était pas une victime aléatoire, elle était un symbole d'autorité qui était tombé sur quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Agissant sur ce nouveau fil électrisant, la détective Zola envoya 2 détectives juniors aux archives du parc. Leur tâche était fastidieuse mais spécifique. Sortir chaque journal de patrouille, rapport d'incidents et contraventions émises par la garde forestière Anya Lockhart pour les 12 mois précédant sa disparition en septembre 2003. Ils passèrent des jours à fouiller dans des piles de papier, les rapports officiels secs peignant une image de la vie quotidienne d'Anya, avertissements pour stockage inapproprié de nourriture, billets pour camping illégal, rapports sur les conditions des sentiers. Puis ils le trouvèrent. Un nom, Kieran Briggs. Il apparaissait 2 fois. La première contravention datait de mai 2003. Pour utilisation d'un détecteur de métaux dans une zone historique restreinte. L'emplacement noté dans l'écriture soignée d'Anya était dans le même réseau de ravins où le corps d'Orion avait été trouvé. La deuxième contravention, de juillet 2003, était plus sérieuse. Excavation illégale. Anya l'avait attrapé avec une petite pelle et un seau, ayant creusé un trou de 3 pieds près de la fondation d'une cabane de mineurs disparue depuis longtemps. Selon son rapport, Briggs avait été belliqueux et argumentatif, prétendant qu'il était juste un passionné d'histoire. Anya avait confisqué sa pelle et émis une lourde amende. Le nom envoya immédiatement les détectives se précipiter vers le dossier original de l'affaire de 2003. Kieran Briggs avait effectivement été sur la liste initiale des personnes à interroger. Une note d'un adjoint, qui lui avait parlé à l'époque, était brève. Briggs prétendait qu'il était à un rendez-vous chez le dentiste à Fresno le jour de la disparition d'Anya. Une vérification superficielle à l'époque avait semblé le confirmer. Mais Zola, lisant les vieilles notes, ressentit une montée d'adrénaline. Avec le nouveau contexte, un alibi faible qui était autrefois suffisant pour écarter une personne d'intérêt mineur ressemblait maintenant à une fissure potentielle dans un mensonge soigneusement construit. L'enquête avait maintenant un nom pour accompagner son motif. Kieran Briggs, un résident local d'une ville voisine, était décrit dans les dossiers publics comme un bricoleur à temps partiel et historien amateur. Il tenait une petite boutique d'antiquités encombrée spécialisée dans les souvenirs de l'époque de la ruée vers l'or.
l'équipe de Zola commença une vérification discrète de ses antécédents. Ils apprirent qu'il était une figure solitaire, respecté par certains pour ses connaissances historiques, mais considéré par d'autres comme un maniaque obsessionnel. Il n'avait pas de casier judiciaire significatif, juste une série de contraventions mineures liées à ses activités dans le parc. Alors que l'équipe construisait son profil de Briggs, la possibilité qu'Anya puisse encore être en vie, aussi faible soit-elle, planait sur l'enquête. La découverte du cheval sans sa cavalière créait une ambiguïté profondément troublante. Si elle avait été victime d'un crime de panique, il était possible qu'elle n'ait pas été tuée, mais emmenée. Cette lueur d'espoir, aussi lointaine soit-elle, ajoutait une urgence désespérée à leur travail. Ils ne résolvaient pas seulement un meurtre vieux de 5 ans. Ils couraient potentiellement contre la montre pour trouver une survivante. Chaque détail sur Kieran Briggs, ses habitudes, ses propriétés, ses associés connus, étaient scrutés avec l'intensité d'une recherche pour une personne vivante. Le hobbyiste tranquille qui collectionnait des artefacts rouillés venait de devenir le suspect principal et unique de l'enquête. L'hiver 2008 se fondit dans la nouvelle année et l'enquête s'installa dans un état de tension frustrante. La détective Zola et son équipe avaient un suspect, un motif et un lieu, mais les preuves restaient obstinément circonstancielles. Kieran Briggs continuait sa vie tranquille, exploitant sa boutique d'antiquités, apparemment inconscient du filet qui se tissait lentement autour de lui. Il était placé sous surveillance discrète, mais ses mouvements étaient banals. Il allait à l'épicerie, au bureau de poste et à son atelier. C'était un homme qui se cachait à la vue de tous, protégé par un écart de 5 ans dans le temps et un manque de preuves directes. Toute l'affaire reposait maintenant sur l'analyse d'une tache métallique plus petite qu'une tête d'épingle. L'appel qui changea tout arriva un mardi matin gris, en février 2009. Zola était à son bureau dans le poste de commandement, fixant la constellation de preuves épinglées au tableau blanc, la photo d'Anya, une carte du ravin, la photo d'identité judiciaire de Briggs, une photo du squelette exhumé. Le téléphone sonna et l'identification de l'appelant montrait un numéro du laboratoire médico-légal du ministère de la Justice de l'État. La voix à l'autre bout appartenait à un scientifique des matériaux, un homme dont l'excitation crépitait à travers la ligne téléphonique. « Détective Zola, nous avons les résultats sur votre fragment. C'est fascinant. » Il expliqua qu'ils avaient utilisé un microscope électronique à balayage avec un spectromètre à rayon X à dispersion d'énergie. Un appareil qui pouvait identifier la composition élémentaire du plus petit échantillon. « Ce n'est pas de l'acier, pas du fer, pas du plomb, dit le scientifique. C'est un alliage de carbure de tungstène, un trait spécifique. » Zola ressentit une décharge d'électricité. « Qu'est-ce que cela signifie en langage clair ? Cela signifie que c'est de la pointe d'un marteau de géologue, » expliqua le scientifique. Cet alliage particulier est incroyablement dur, mais aussi cassant. Il est conçu pour ébrécher la roche dure comme le granit, sans s'émousser. Quand il frappe quelque chose avec suffisamment de force, surtout quelque chose avec les propriétés de traction de l'os, il ne se plie pas, il se microfracture. Un minuscule morceau peut se détacher directement. Il continua en disant que cet alliage spécifique était favorisé dans une poignée de marques haut de gamme utilisées par des géologues sérieux, des prospecteurs et des amateurs de roches. Ce n'était pas un outil que vous trouveriez dans une boîte à outils typique de maison, c'était un instrument de spécialiste. Après avoir raccroché, Zola se leva et marcha vers le tableau blanc. Elle prit un marqueur effaçable à sec. À côté de la photo de Kieran Briggs, elle écrivit en grandes lettres majuscules « Marteau de roche ». Toutes les pièces disparates sur le tableau se sont soudainement assemblées en une seule image horrifiante. Anya confrontant Briggs dans le ravin. Briggs, le prospecteur amateur tenant l'outil de son métier. Un moment de panique, un coup violent. Le résultat du laboratoire était la clé de voûte. C'était le lien direct et physique entre le cheval de la victime et le passe-temps illégal du suspect. Il transformait la théorie d'une confrontation sur le braconnage d'artefacts en une quasi-certitude. Zola avait maintenant assez pour convaincre un juge que son affaire circonstancielle méritait un mandat de perquisition. Elle passa le reste de la journée à préparer méticuleusement l'affidavit, exposant la chaîne de logique, étape par étape indéniable, la frustration documentée d'Anya avec les braconniers d'artefacts, ses contraventions spécifiques, et mise à Kieran Briggs dans la zone même du crime, la découverte du cheval enterré, prouvant une dissimulation violente, et maintenant, le lien médico-légal avec un outil spécialisé utilisé pour l'activité exacte dans laquelle Briggs s'était engagé. Un juge signa le mandat avant la fin de la journée. Le raid fut exécuté à l'aube le lendemain matin. Un convoi de voitures banalisées roula dans la rue résidentielle tranquille où vivait Briggs. Pendant qu'une équipe entrait dans sa petite maison sans prétention, Zola dirigea une deuxième équipe vers un garage détaché qui servait d'atelier. L'air à l'intérieur était épais, avec l'odeur du vieux métal, du vernis à bois et de la terre humide. C'était le paradis d'un collectionneur d'histoire.
Les étagères débordaient de bouteilles poussiéreuses, d'outils rouillés et de boîtes soigneusement étiquetées de tessons de poterie. Des outils de toute description pendaient à des panneaux perforés. La recherche était méthodique et tendue. Il cherchait un article spécifique. Un marteau de roche, peut-être avec une pointe endommagée. Ils fouillèrent l'atelier, tamisant à travers le fouillis chaotique. Chaque marteau, pioche et ciseau étaient examinés et mis en sac. Mais après 2 heures, ils ne l'avaient pas trouvé. Un œuf froid de doute commença à se former dans l'estomac de Zola. S'en était-il débarrassé il y a des années? Était-il au fond d'un lac? Juste au moment où la recherche initiale de l'atelier se terminait, un spécialiste du bureau de préservation historique du service des parcs nationaux, qui avait accompagné l'équipe, appela Zola vers un ensemble de tiroirs à plan plat. « Détective, vous devez voir ça. » Il avait ouvert un tiroir pour révéler des dizaines d'artefacts, chacun niché dans sa propre découpe en mousse et méticuleusement étiqueté. Il pointa vers une collection de clous à tête carrée. Ceux-ci datent des années 1850. Ils n'étaient utilisés que dans les structures du vieux camp de bûcherons de Pinion Creek. Il pointa ensuite vers un tesson de céramique bleue et blanche. Et c'est un motif spécifique de faïence anglaise. Nous avons trouvé d'autres pièces, mais seulement sur un site. Zola sentit son pouce accélérer. Où est ce site? L'historien leva les yeux vers elle, son expression sombre. C'est un petit établissement de mineurs, historiquement significatif de 1852. Son emplacement est profondément à l'intérieur du même système de ravin où vous avez trouvé le cheval. C'était le moment échec et mat. Ils n'avaient pas trouvé l'arme du crime, mais ils avaient trouvé quelque chose d'aussi accablant. Briggs n'avait pas juste bricolé. Il avait systématiquement pillé un site archéologique protégé. Le site même qu'Anya patrouillait probablement quand elle a disparu. Sa collection était un catalogue détaillé de ses crimes, prouvant qu'il avait été là, prouvant qu'il mentait, et fournissant un motif en béton pour faire taire un officier fédéral qu'il avait attrapé en flagrant délit. Ils n'avaient peut-être pas trouvé le marteau, mais ils avaient trouvé toute sa raison de l'utiliser. L'affaire circonstancielle était maintenant écrasante. Zola prit sa radio. « Nous en avons assez, dit-elle, amenez-le. » Kieran Briggs fut amené au poste de commandement, pas à son poste de police locale. La détective Zola le voulait sur son territoire, dans une pièce où les murs étaient couverts du fantôme d'Anya Lockhart. Il entra, avec un air d'indignation lésé, un homme dérangé par une erreur bureaucratique. Il était de taille et de corpulence moyenne, avec des yeux pâles et vigilants qui parcouraient la pièce, absorbant les cartes et les photos avant de se poser sur Zola. Il maintint son calme alors qu'elle commençait l'interrogatoire, racontant le même alibi fragile qu'il avait donné 5 ans plus tôt. « Je l'ai dit à l'autre officier en 2003. » dit-il, sa voix un monotone aigu. « J'étais à Fresno ce jour-là. J'avais un traitement de canal, vous pouvez vérifier ?»« Nous avons vérifié, Kieran, » répondit calmement Zola, sa voix égale. « Nous avons vérifié à l'époque et nous avons vérifié à nouveau. Vous aviez un rendez-vous, c'est vrai, mais vous l'avez annulé ce matin-là. Les dossiers du cabinet dentaire sont très clairs. Alors je vais vous demander à nouveau, où étiez-vous le 23 septembre 2003 ?» Un éclair de panique apparut dans les yeux de Briggs, une brève perturbation dans son calme soigneusement maintenu. La fondation de son mensonge vieux de 5 ans venait de s'effondrer. Il bégaya, essayant de reculer, suggérant une confusion de dates, mais la certitude dans la voix de Zola était absolue. Elle laissa le silence planer dans l'air pendant un moment avant de faire glisser une série de photographies sur la table. C'étaient des images haute résolution des artefacts de son atelier, les clous carrés, les tessons de céramique. « Ceux-ci ont été trouvés dans votre atelier ce matin, Kieran, dit-elle. Notre expert du service des parcs les a identifiés. Ils proviennent d'un seul site historique protégé, un site profondément dans le ravin où nous avons trouvé le cheval d'Anya. » Briggs fixa les photos, son visage pâlissant. Les preuves de son obsession secrète étaient étalées devant lui, preuve irréfutable de ses activités illégales. Il avait l'air piégé. Zola poussa la dernière pièce sur la table. C'était une image agrandie du minuscule fragment de carbure de tungstène retiré de l'os d'Orion. « Et puis il y a ça, dit-elle doucement. Notre laboratoire l'a trouvé incrusté dans l'os de la jambe du cheval. C'est un éclat de la pointe d'un marteau de roche géologique, le genre qu'un homme qui creuse pour des artefacts pourrait porter. » Le combat le quitta. C'était comme si une corde avait été coupée, et la façade de marionnette du hobbyiste inoffensif s'effondra. Ses épaules s'affaissèrent. Son visage, qui avait été un masque de défi, s'effondra en un portrait d'apitoiement pathétique sur lui-même. Il fixa la table pendant longtemps, le silence dans la pièce brisé seulement par le bourdonnement d'un ordinateur. Quand il parla enfin, sa voix était un murmure brisé. « Je ne voulais pas que ça arrive, » commença-t-il, la confession jaillissant, un torrent de mots retenus pendant une demi-décennie. Il expliqua qu'il était dans le ravin ce jour-là, creusant à son endroit secret. Il venait de déterrer une bouteille rare et intacte quand il entendit le son d'un cheval. Il leva les yeux pour voir Anya Lockhart sur Orion, debout sur la crête au-dessus de lui, regardant vers le bas. Il dit qu'elle n'avait pas crié.
Elle avait juste mis pied à terre et s'était frayé un chemin dans le ravin, son expression étant celle d'une déception sombre. « Elle savait qui j'étais », raconta Briggs, sa voix tremblante. « Elle m'a reconnu de la dernière fois, elle m'a dit que c'était fini, que cette fois, elle m'emmenait. Elle a dit que j'étais en état d'arrestation pour un crime fédéral. » Les mots « crime »,« arrestation » envoyèrent une vague de pure panique à travers lui. Il voyait tout son monde s'effondrer. Sa précieuse collection, le travail d'années, serait confisqué. Il irait en prison. Il dit qu'il l'avait supplié, l'avait imploré de juste prendre la bouteille et de le laisser partir. Mais Anya était résolue. Elle a tendu la main vers sa radio. « J'ai perdu la tête », murmura Briggs. « Mon marteau était dans ma main. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste frappé. » Il décrivit le bruit écœurant alors que le marteau frappait sa tête. Elle s'effondra sans un son. Le cheval, Orion, devint frénétique, se cabrant et tirant sur ses rênes. Dans sa frénésie, terrifié que le bruit attire l'attention, Briggs se jeta sur l'animal, balançant le marteau sauvagement pour le faire taire. La deuxième partie de sa confession était encore plus glaçante, livrée avec une froideur détachée et méthodique qui démentait sa panique antérieure. La violence était terminée et une partie différente de son esprit prit le contrôle. Le planificateur méticuleux et obsessionnel. Il savait qu'il devait les faire disparaître. Le cheval était un poids mort, impossible à déplacer loin. Il passa des heures à creuser la fosse plus profondément avec sa pelle confisquée, roulant finalement l'animal massif dedans et l'enterrant. Il travailla tout l'après-midi et dans la nuit, guidé par le clair de lune. Mais Anya était différente. Il était déterminé à ce qu'elle ne soit jamais trouvée. Il ne pouvait pas l'enterrer là. Le risque d'une découverte future était trop grand. Il parla d'un endroit qu'il connaissait. Un endroit qu'il avait trouvé des années plus tôt en explorant hors sentier. Une grotte profonde et verticale, une fissure étroite dans une paroi rocheuse, cachée derrière un rideau de broussailles dense de manzanita et de sumac vénéneux. C'était une cachette parfaite, une tombe naturelle. Il décrivit comment il porta son corps, un voyage épuisant et cauchemardesque de plusieurs kilomètres à travers les bois sombres. Il la poussa dans la fissure, écoutant alors que son corps tombait dans l'obscurité. Il était certain que personne ne la trouverait jamais là. C'était un endroit qui n'existait sur aucune carte, un secret gardé par lui et les pins silencieux. Quand il eut fini, un calme profond s'installa dans la pièce. Le mystère de 5 ans était résolu, il n'y avait pas de conspiration complexe, pas d'organisation ténébreuse. Il n'y avait qu'un homme pathétique et obsessionnel, un moment de violence paniquée et une dissimulation désespérée et terriblement efficace. La détective Zola regarda l'homme brisé de l'autre côté de la table, puis prit sa radio pour donner l'ordre. Une équipe spécialisée de recherche et de sauvetage devait être mobilisée. Kieran Briggs allait les ramener au pain, retour à la tombe secrète où Anya Lockhart avait été cachée pendant plus de 5 ans. Le voyage jusqu'au dernier lieu de repos d'Anya fut une procession sombre et silencieuse. Kieran Briggs, dépouillé de sa façade indignée et maintenant enchaîné, ouvrait la voie, ses pas traînants et incertains. Il était flanqué de 2 adjoints. Derrière eux marchèrent la détective Zola et David Lockhart. David avait insisté pour être là. Après 5 ans de recherche solitaire dans la nature sauvage, il ne laisserait pas sa fille en être sortie sans lui. Une équipe spécialisée de recherche et sauvetage, experts en récupération en angle élevé et en espace confiné, suivait avec de lourds sacs de cordes, de harnais et d'équipements d'éclairage. Ils se déplaçaient à travers la forêt dense, suivant un chemin qui n'était pas du tout un chemin, poussant à travers les sous-bois épineux et par-dessus les troncs tombés. L'air devint plus frais alors qu'ils descendaient dans une partie ombragée et couverte de mousse de la forêt, un endroit que le soleil touchait rarement. Après près d'1 heure de randonnée épuisante, Briggs s'arrêta. Il pointa un doigt tremblant vers un mur de granit, presque complètement obscurci par un rideau épais et enchevêtré de manzanita et de sumac vénéneux. « C'est là-dedans », marmonna-t-il, derrière les broussailles. Si vous ne saviez pas que c'était là, vous passeriez devant 1000 fois sans rien voir. Ce n'était pas une grotte au sens traditionnel, mais une fissure profonde et verticale dans la roche, pas plus large que les épaules d'un homme. C'était une cicatrice dans la terre, une fissure menant vers une obscurité absolue. L'équipe SAR se mit au travail, avec une tranquillité professionnelle, dégageant les broussailles de l'ouverture et installant un système complexe d'ancrage et de poulies sur les pins robustes à proximité. Le sauveteur principal, un homme nommé Gavin, fit une vérification finale de son harnais et de sa lampe frontale avant de donner un signe de tête à son équipe. Il devait être descendu dans la fissure. L'air qui respirait hors de l'ouverture était froid et sentait la terre humide et le temps profond. David Lockhart se tint en retrait, son visage un masque ciselé de chagrin, regardant le sauveteur disparaître dans la gueule sombre de la terre. Les seuls sons étaient le doux vrombissement du système de poulies et le caillou délogé occasionnel dévalant dans les profondeurs. La radio sur la poitrine de Gavin crépitait à la vie
toutes les quelques minutes, avec un rapport de progression laconique. Descente passée 20 pieds, 40 pieds, les murs sont étroits mais stables. Les minutes s'étirèrent en une éternité. Puis, après ce qui sembla être une vie entière, la voix de Gavin vint par la radio, calme et professionnelle mais lourde du poids de sa découverte. « J'ai un contact, j'ai une confirmation visuelle de restes humains. » Un souffle collectif et silencieux fut libéré par l'équipe au sol. Zola plaça une main stabilisatrice sur l'épaule de David Lockhart. Il ne broncha pas, ses yeux fixés sur l'ouverture noire dans la roche, comme s'il pouvait voir à travers la pierre et le sol jusqu'à sa fille en dessous. La récupération fut lente et incroyablement délicate. Gavin travailla dans l'obscurité à l'étroit, sécurisant soigneusement les restes d'Anya dans un sac de récupération spécialisé. Le processus était un de profond respect. Une mission de sauvetage avec 5 ans de retard. Finalement, le signal fut donné. L'équipe au-dessus commença à hisser la ligne, ramenant leurs collègues tombés à la maison. Alors que le sac était doucement posé sur une bâche près de l'ouverture, un lourd silence s'installa sur la petite clairière. Le médecin légiste sur place commença son examen préliminaire avec une dignité tranquille. Il nota les restes en lambeaux de l'uniforme de garde forestier d'Anya. Épinglé au tissu sur sa poitrine, terni mais intact, était son badge de garde forestier. David ferma les yeux pendant un long moment. Même dans cet endroit sombre, elle était toujours une garde forestière. Puis le médecin légiste trouva autre chose. Glissée dans une petite poche de son pantalon de patrouille, se trouvait une petite pochette en cuir usé, son cordon tiré serré. C'était une anomalie. Zola prit soigneusement la pochette. Ce n'était pas un équipement standard. Elle regarda Miles Corban qui avait été invité à venir pour aider à l'identification potentielle des faits personnels. Son visage était pâle, ses yeux remplis de tristesse. Zola tendit la pochette. « Miles, reconnaissez-vous ceci ?» Il hocha lentement la tête, tendant une main hésitante. « C'était à elle, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Elle l'avait faite elle-même, elle collectionnait toujours des choses. » Avec des doigts tremblants, il desserra le cordon et inclina la pochette. Une petite collection de graines séchées et de têtes de chardon se déversa dans sa paume. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda doucement Zola. « Des espèces envahissantes ?» expliqua Miles, un sourire triste touchant ses lèvres. Celle-ci est le chardon italien, celle-ci est la centaurée jaune. Anya était dans une croisade solitaire pour cartographier et éliminer les plantes envahissantes des prairies natives du parc. Elle disait qu'elles étouffèrent les fleurs sauvages. Elle collectait les graines chaque fois qu'elle trouvait une nouvelle parcelle pour pouvoir enregistrer l'emplacement et le signaler pour l'enlèvement. La découverte planait dans l'air, une révélation plus profonde que n'importe quelle pièce à conviction de l'affaire. Cette petite pochette de graines était un témoignage non pas de la façon dont Anya était morte, mais de la façon dont elle avait vécu. En son dernier jour, dans ses dernières heures, elle avait fait son travail, pas seulement la partie application de la loi, mais le travail plus profond et plus personnel d'une gardienne. Elle avait protégé son parc, jusqu'à sa plus petite fleur, son but inébranlable jusqu'au tout dernier moment. Kieran Briggs fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa collection d'artefacts volés fut remise aux archives du service des parcs nationaux, devenant une exposition permanente sur l'importance de la préservation historique. Dans les années qui suivirent, David Lockhart ne laissa pas le chagrin être son seul héritage. Après la clôture de l'affaire, il commença à faire du bénévolat pour le service du parc. Il partageait des histoires sur les mineurs de la ruée vers l'or, les premiers jours du parc, et d'une garde forestière dévouée qui connaissait si intimement la nature sauvage qu'elle remarquait même les plus petites graines les plus indésirables et qui donna sa vie pour protéger l'endroit qu'elle aimait.